Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois un duo, le duo de père-fille de Jean-Pierre Salva, qui est le président de la fromagerie polyethnique mieux connue sous le Bédouin, ainsi que Camille, sa fille, qui la relève. On a ensuite la belle Karine Bouchard, qui est marchande propriétaire de Provigo, qui elle aussi est une femme de cœur. Bonjour Jean-Pierre, Camille, enchantée. Bonjour. Bienvenue à cette capsule Classe Affaires. Alors, je suis très contente de vous avoir en duo en plus. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors Jean-Pierre, je vais profiter du fait que je vous ai avec moi aujourd'hui pour vous demander l'histoire derrière la fromagerie polyethnique, mieux connue sous le nom Le Bédouin. Ben, c'est une belle histoire qui, depuis plus de 25 ans, a commencé. Avant tout, c'est un regroupement d'agriculteurs qui voulaient protéger leur système laitier. On avait peur que les quotas laitiers disparaissent. Oui. Et on s'est dit, on va faire une fromagerie. Et on a identifié un créneau très spécifique, les communautés libanaises de Montréal. Mais avant tout, notre mission, c'est de faire des fromages aux communautés ethniques qui sont venues s'établir. Avant, on disait au Québec, là, on dit au Canada, puis là, même, on dit aux États-Unis. OK? Mais c'est vraiment notre mission. Et tout ça a commencé 4 agriculteurs ensemble. Ça a évolué, ça a avancé, mais ça a toujours été notre objectif. Et on a rencontré des Libanais à Montréal qui ont fini par nous donner des recettes. C'est les mamans qui sont venues nous montrer à faire les recettes. On a commencé ça tranquillement sur une cuisinière. Et c'est les mamans qui étaient là parce que toute la culture alimentaire vient des grands-mères et des mères libanaises. Et C'est secret de famille. ils font le fromage à la maison. Fait que c'est eux. Google n'existait pas à l'époque. Non. Puis même Akaoué, Lapnais, Aloumi, Nabuissi, c'était tous des noms inconnus. Et même les écoles fromagères connaissaient pas ces produits-là. Fait qu'on a été vraiment dans les cuisines libanaises, puis c'est eux qui nous ont montré à fabriquer le fromage. Fait que ce que j'entends, ce que je vois, ce que vous dites en ce moment, c'est que vous avez vraiment été à l'écoute d'un besoin, vous avez identifié un besoin, puis vous avez, comme on dit en québécois, vous avez foncé dans le trou. J'ai toujours dit, avoir fait des tartes aux pommes, on serait sûrement plus là, parce qu'on savait que ça goûtait. Ouais. On n'avait pas le choix de les écouter. Mhm. On n'avait vraiment pas le choix, jusqu'à temps qu'ils nous disaient « Wow, c'est pareil comme à la maison ». Et là, ensuite, c'est la rigueur qu'on met à répéter toujours le même produit. Donc, j'entends une valeur, la rigueur. Oui. Quelle autre valeur? On a parlé un peu de la mission, mais quelle autre valeur? Ben, ensuite, une fois qu'on a réussi à le faire, le fromage, Oui. on s'est mis en mode recherche et développement, Oui. innover, trouver des façons de faire, qu'on a inventé des machines pour être capable de reproduire. Ah, Carrément, OK. tu sais, c'était pas du cheddar, c'était pas du mozzarella, c'était pas... La première machine que j'ai achetée dans un catalogue, Il y a une histoire. Il y a une... non, c'est pour faire le yogourt. OK. Parce que ça, c'est connu. Ouais. Ah, c'est intéressant. Camille, comment ça a été pour vous de vivre, de grandir dans cette atmosphère-là d'un papa entrepreneur avec la fromagerie, tout ça? Est-ce que déjà petit, vous avez dit, bon, c'est sûr, je vais travailler là, je vais prendre la relève? Moi, je suis un cordonnier mal chaussé. Donc, tout petite, je mangeais pas de fromage. Donc, déjà, à la base, on dirait, c'est sûr que je m'en allais pas à la fromagerie juste parce que j'étais pas passionnée de fromage à la base. Je me suis mis j'ai découvert tous les fromages de la fromagerie, puis je les adore, puis j'en ai toujours dans mon frigo maintenant. Mais ça a pas été... comment dire, là, la voie toute tracée que c'était sûr que je m'en allais là. J'adorais l'école, j'adore encore apprendre. Donc, moi, c'était certain, j'allais à l'université, je voulais aller faire des études à l'université. À chaque semaine, je devais changer biologiste, chimiste, médecin, ingénieur, je changeais. À l'époque, le titre d'entrepreneur était pas très connu. Je savais que moi, mon père, il avait une fromagerie, il était pas entrepreneur. Donc, c'était pas nécessairement clair que
voulais m'en aller dans l'entrepreneuriat. Puis aimant l'école, aimant les sciences, les mathématiques, tout ça, j'ai eu une piqûre pour l'ingénierie biomédicale. Donc, je suis allée étudier là-dedans. J'ai adoré. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le domaine, mais j'appelais plus souvent mon père pour savoir ce qui se passait dans la fromagerie. Je m'amuse à dire qu'un jour, à l'approche de mes 25 ans, là, j'y ai fait la grande demande. On est allé souper. La grande demande. J'avais chaud, j'étais stressée, mais plus j'ai demandé, disons, faut que je change d'emploi. Là, je le sais que c'était trop rigide. C'est là que mon côté entrepreneuriat voyait le jour, puis que je voyais que j'étais pas comblée dans un emploi peut-être plus standard. Donc, j'ai demandé si je m'en vais à l'entreprise, y a-tu de la place? Y a-t-il une place pour moi, papa? Y a-t-il une possibilité? Fait que j'ai commencé sur le même bureau, sur le coin du bureau à Jean-Pierre. Puis Jean-Pierre n'est pas seul propriétaire, donc on est allé rencontrer aussi ses partenaires. Puis ils m'ont dit 5 ans, montre-nous que tu as les valeurs puis l'éthique de travail, puis que tu aimes ça, puis que regarde si c'est vraiment ce que tu veux. Je pense que ça a pris 2 ans. Puis je suis remontée en courant du plancher de production. Puis là, je voulais changer des affaires. Puis là, j'avais décidé. Mon père, il dit... pense que c'est ça. Donc, puis on a une super belle relation depuis longtemps, donc c'est un privilège de travailler ensemble aussi. On a chacun notre bureau maintenant, mais dans le même bureau parce qu'on peut pas se passer de travailler ensemble. C'est beau. Puis là, Camille, donc ça fait 3 ans? Ça fait 4 ans que je suis à la fromagerie, puis ça fait quelques mois que je suis officiellement copropriétaire avec les trois actionnaires. Donc, la relève officielle. Oui. Jean-Pierre, on se sent comment d'avoir à laisser aller son petit bébé? C'est pas toujours facile. Il y a tellement d'entreprises au Québec qui vont être obligées de fermer parce qu'ils n'auront pas identifié une relève. Ouais. Et là, nous, on est identifié pour la pérennité de l'entreprise, une personne. Puis lorsque les actionnaires avaient dit à Camille, 5 ans, on va attendre 5 ans, c'est vraiment des puristes, ces gens-là, mais ils ont vu tout de suite qu'elle aime ça. Qu'elle avait ce qu'il fallait. Parce que entrepreneur, puis je dis toujours à Camille, on est toute seule. On est toute seule quand on signe le chèque. On fait un gros investissement où on décide d'aller, comme là, on vient de rentrer une nouvelle communauté, des nouveaux fromages. On a une décision à prendre. Ça a un impact dans 2, 3 ans sur l'entreprise. On est seul. Mais en même temps, c'est une drogue. Tu sais, c'est plaisant, c'est le fun de faire ça. Puis elle l'a, Camille. Puis tout de suite, les gens, les actionnaires, ils l'ont identifié. Fait que, on est juste heureux. Puis moi, mon rôle, c'est un petit peu de mentorat. Tu sais, on est là juste pour appuyer, puis on fait un CA, on a entouré Camille, on a mis des gens alentour d'elle. À chaque semaine, elle fait un agenda. En théorie, je suis observateur. Bon, des fois, la façon que je respire, ils s'aperçoivent que c'est pas unanime. À côté son papa. Oui, mais en même temps, et c'est rassurant pour tous les gens dans l'entreprise. Oui. Parce qu'une continuité, une pérennité de l'entreprise est sécurisée, puis ça reste les mêmes valeurs de la famille qui continuent. Et voilà. Ouais. Puis pas parce que Camille est là, mais les gens savent que Camille, elle a sa place. C'est pas parce que c'est ma fille. Elle mérite, puis elle aime ça, puis elle veut. Fait que ça, c'est identifié. Les banquiers, tout le monde qui travaille alentour de nous, tout le monde est heureux, là, parce que les clients, les nouveaux clients, les anciens clients, ils voient la continuité. Fait que le papa, il est juste heureux. Il est juste heureux. Ouais. Mais vous avez dit juste. Moi, je corrigerais ça un petit peu. Il y a un petit peu plus que juste quand vous dites moi, je suis juste là derrière elle, juste là. Je pense que vous pouvez vous donner un petit peu plus de tape ses épaules. Je sais pas si on peut dire ça devant la caméra. J'ai peur de ce que tu vas dire. Camille, c'est une première de classe. OK? Puis, elle sait où que je m'en vais. En affaires, il faut apprendre. Ouais. Souvent, quand je m'adresse dans le mentorat ou à des étudiants, ils me disent, Monsieur Salva, c'est quoi vous aimeriez changer dans votre histoire? Je dis toujours rien. Ouais. C'est ça qui m'a fabriqué, qui m'a modelé. Fait que je dis à Camille, il faut que tu fasses des erreurs. Des fois, je la vois aller faire l'erreur, je la laisse aller. C'est là que tu apprends. C'est là que tu apprends. Fait que des fois, on dit, on mettra ça sur le département formation. Qu'est-ce que ça a coûté? Mais on apprend, ça fait partie du jeu. J'aime beaucoup la philosophie. Camille, depuis que vous êtes
en poste. Vous avez déjà fait beaucoup, beaucoup de changements, apporté beaucoup de nouveautés. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, ben dans le fond, on a un slogan, ou je sais pas comment l'appeler, mais il y a juste le changement qui change pas aux Bédouins. L'équipe est habituée, même des fois, ils nous disent attendez un petit peu avant le prochain projet, on va s'habituer à celui-là. Donc, chez nous, c'est commun d'avoir plusieurs projets. Quand je suis arrivée, premièrement, ça a été d'apprendre l'usine. J'ai commencé à aller apprendre à faire du fromage, à aller planifier la production, connaître les gens, nos façons de faire et tout ça. Puis, je suis arrivée à un moment très plaisant parce que Jean-Pierre entamait 3 phases d'agrandissement. Oui, vous avez beaucoup agrandi, c'est fou. Exactement. Ceux qui passent proche de Saint-Robert, là, ils voient que dans les 3 dernières années, ça a beaucoup grossi. Donc, on a agrandi. Moi, je me suis surtout occupée de la phase de la production. Donc, faire les plans de la production, déménager des équipements, remettre en marche, tout faire ça avec la vision future de l'entreprise, être certain qu'on a de la place pour des nouveaux produits qu'on connaît pas encore et tout et tout. Donc ça a été un super beau projet, un gros défi. Mais là, ça m'a fait aussi apprendre beaucoup de l'usine. Je connais l'entreprise, on l'a construit, on l'a aménagé et tout ça. Il y a eu plusieurs développements de nouveaux produits à travers tout ça aussi. Puis, un des plus gros projets dont je suis vraiment fière, j'ai eu la chance de vivre ce que Jean-Pierre vous a conté tantôt, puis a vécu avec les mamans libanaises, puis la communauté libanaise il y a plus de 25 ans. On part une nouvelle usine dans notre usine pour la communauté juive qui ont des produits qu'ils ne retrouvent pas ici. Donc, on va rechercher le même besoin d'une culture alimentaire qu'ils n'ont pas, qu'ils ne retrouvent pas. Puis j'ai vécu c'est quoi être un vrai marchand de bonheur, comme mon père. Je raconte l'histoire de mon père depuis des années, mais là, je l'ai appelé puis j'ai dit... Le vécu. Je comprends. Ils m'ont fait pleurer tellement qu'ils étaient contents de manger un fromage cottage, mais différent, qu'on trouve pas nulle part sur le marché. Il en tremblait de enfin quelqu'un s'occupe de nous. Là, j'ai compris c'était quoi notre créneau. Puis fait que j'ai eu la chance, on a toute une équipe qui est avec nous puis qui travaille avec nous, tous nos marchands de bonheur dans l'usine. Puis justement, on parle en ce moment, puis ils sont en train d'en emballer un à l'usine. Donc, ça a été ça, une nouvelle partie, vraiment un nouveau partenariat de zéro, nouveaux produits, nouvelle communauté. Si je peux me permettre, où est-ce que sa formation d'ingénieur est bonne? Camille est ordonnée, est disciplinée. Communauté juive, on a 80 employés. Là, wow, des rabbins qui se promènent dans l'usine. Mais Camille a pris le temps de tout rencontrer les employés, de tout faire l'histoire, comment il y a de communautés juives au Canada, pourquoi ils sont habillés de cette façon-là, c'est quoi le pourquoi qu'on s'occupe. On est des marchands de bonheur pour eux. Ils sont heureux de venir ici. On leur rend service. Les employés applaudissent à des choses comme ça. Tu sais, quand elle a cette belle discipline de faire ça. Tu sais, puis ça va être le défi à Camille. Moi, on a doublé aux 5 ans pendant 3 cycles la fromagerie. Mais là, ça arrive majeur. On arrive à une autre étape. Et la gouvernance va changer. Là, on regarde pour une usine 4.0, on regarde. Mais il va falloir garder ces valeurs-là, cette éthique-là. Les gens, on se promène ensemble dans l'usine, on fait des câlins. Là, les gens, c'est vraiment des belles valeurs. C'est ça qu'on veut garder. Oui. Puis je suis vraiment contente aussi parce que nous, on va en venir ici parce que ça veut dire qu'il y a des nouveaux fromages qui sont là sur le marché. Moi, j'adore vos fromages. On est déjà rendu à la fin. Ça serait quoi le mot de la fin? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez léguer comme qu'on se souvienne, comme votre empreinte? Ben, on l'écrit sur nos murs qu'on est des marchands de bonheur. Puis moi, j'ose croire que peu importe la grosseur de l'entreprise ou les gens qui vont travailler aux Bédouins ou les gens qui vont consommer nos produits, ils vont être heureux. T'sais, ils vont sentir ça.
On a mis des plaques dans l'usine. Vous savez, si vous venez travailler chez nous, un plombier, un électricien, si vous êtes heureux, ça va bien, ça se passe bien, vous avez 2 morceaux de fromage Oh! lorsque vous quittez le soir. Vous avez en plein de monde qui va vouloir travailler chez vous. Imaginez le bonheur que ça crée, là. OK? Fait qu'on est comme ça, mais c'est de continuer ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette super entrevue. Écoutez, je ne sais pas si vous avez découvert autant que moi, mais je viens de découvrir un beau duo. J'avais déjà découvert les fromages parce que je suis dada des fromages, mais très belle entrevue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis, dans notre prochaine capsule, j'aurai l'honneur de recevoir Karine Bouchard, qui est marchande propriétaire de Provigo. Ben oui, le Provigo de Sorel. Alors, à tout de suite. Karine, enchantée. Bonjour. Bienvenue à cette capsule de classe affaires. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Karine, vous êtes marchande propriétaire du fameux Provigo sur la rue Victoria. Oui, depuis, ça va faire 2 ans le 15 novembre. Et vous êtes très jeune. Oui, j'ai 38 ans. Je suis pas 38 jeune, ans? mais oui, Wow! ouais, mais pour certains, il y en a qui vont trouver que c'est jeune, mais je pense que c'est une belle âge pour commencer. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. On voit votre nom là sur le bâtisse. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, moi, je suis impressionnée. Je m'attendais, je dois avouer, à quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Karine, est-ce que vous étiez prédestinée, d'après vous, d'avoir cette bannière d'une épicerie? Ben oui et non, en fait. C'est que j'ai grandi dans une épicerie. Mon père a eu une épicerie métro pendant plusieurs années ici à Sorel-Tracy. Sur Gavremont. Sur Gavremont, oui, qui est maintenant fermé. Oui. Après, suite à sa retraite, là, le magasin a fermé. Puis, j'ai grandi dans l'épicerie. J'ai travaillé là toute mon adolescence, mais comme toute personne qui vient d'une petite ville, j'avais le goût d'explorer d'autres choses. Donc, à l'âge... J'allais dire comme tout adolescent. Mais, en fait, oui, aussi. Et dans le fond, on est 3 enfants chez nous. Oui. Et les 3 enfants, on est allés étudier dans d'autres villes, on est allés explorer ailleurs. Puis, moi, dans le fond, à 19 ans, je suis partie pour Montréal. J'ai étudié en commercialisation de la mode, chose qui n'était vraiment pas destinée pour être dans une épicerie. Donc, j'ai travaillé là-dedans tout le long de ma vingtaine, début trentaine. Puis finalement, je suis revenue vivre dans la région il y a quelques années. Ouais. Et c'est ma belle-mère qui était propriétaire franchisée à ce moment-là de Provigo. Okay. Donc oui, en effet, mon père et ma belle-mère étaient des compétiteurs. Et parce que tout le monde trouve ça... Ça allait bien? Oui. Ils étaient compétiteurs. Ils parlaient pas de travail à la maison. Ils sont toujours ensemble, mais les 2 sont maintenant retraités. Et puis, est arrivée la pandémie. Puis ma belle-mère m'a dit, ça tenterait pas de te lancer... chez Provigo en franchise. Puis là, je me disais, oui, j'ai été élevée dans une épicerie, mais j'ai pas l'expérience des dernières années là, dans le commerce de détail. Donc, elle m'a dit, pourquoi tu t'essayerais pas? J'étais comme, dans le fond, pourquoi pas? Donc, j'ai rencontré les hauts dirigeants de Provigo. J'ai eu plusieurs entrevues. Il y a quand même plusieurs étates à passer. C'est pas parce que c'était ma belle-mère que j'ai eu la franchise du jour au lendemain. Donc, j'ai passé à travers toutes les étapes. Puis finalement, il y a eu un match, comme on dit. Tu sais, c'était surtout, pour moi, c'était important que la bannière me représente aussi. Je voulais pas avoir une épicerie qui allait pas me représenter. Tu sais, moi, c'était vraiment important que j'avais, oui, t'es franchisé, tu représentes un nom. Puis c'est sûr qu'une épicerie va toujours avoir une base de produits, mais moi, je voulais aussi introduire beaucoup de produits locaux. Et avec Provigo, il donnait cette possibilité-là. Donc, c'est pour ça que moi, ça correspondait à mes valeurs aussi, là, dans le fond. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Donc, non, je n'étais vraiment pas prédestinée à être épicière. Puis, en quoi c'est important pour vous d'introduire, d'avoir des produits locaux? En fait, je suis consommatrice de produits locaux. Ouais. Donc, pour moi, c'était important. Surtout à Sorel, on est entouré de plein de producteurs. Puis eux, ils cherchent juste à avoir une place sur une tablette dans l'épicerie, la visibilité. Donc, moi, dès que j'étais arrivée, j'ai fait affaire avec les fermes Massuville, Jardin de Massuville qui ont changé maintenant de nom, mais je fais affaire beaucoup avec des fermes à Pierreville, la ferme du Barbu, j'ai les œufs de la ferme du Barbu, j'ai leur citrouille, j'ai leur ail, j'ai les saucisses de la ferme Beauchemin, j'ai les produits des Cowboys du barbecue,
pour moi, c'était vraiment important parce que je trouve que aussi, tu sais, avec mes valeurs, je veux pas juste vendre un produit, mais je veux vendre aussi l'histoire qui est derrière. Puis il y a tellement des belles histoires ici dans la région. Tu sais, quand tu es producteur agricole ou même exemple, comme les Cowboys du barbecue qui font de la cuisine, mais c'est des gens extrêmement passionnés. Fait que c'est eux que je voulais comme les aider aussi là-dedans. En même temps, moi, ça m'aide parce que les gens vont se déplacer pour acheter leurs produits, puis eux, en même temps, mais ça leur fait une belle visibilité. À chaque semaine, ben, ils ont une place en épicerie. Je trouve ça super beau parce que quand on se promène dans les allées d'une épicerie, tu sais, on n'a pas toute cette histoire-là, tu sais. Même de la façon dont vous le dites, on dit, bon, produits locaux, OK, produits locaux. Mais quand on pense à la façon que vous le présentez, je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment des belles valeurs. Ben, merci, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. Oui. Puis surtout, avec la COVID, en fait, les clients ont changé beaucoup leur façon de consommer. De plus en plus, c'est important d'avoir des produits locaux. Donc, les clients aussi ne consomment plus de la même façon. Ils demandent. Oui, ils demandent vraiment. Tu sais, je suis pas capable d'avoir de l'ail québécoise à l'année. C'est la ferme du Barbu. Il y a une certaine période de l'année que malheureusement, mais c'est de l'ail de la Chine. Puis les clients sont pas contents. Mais là, c'est juste que au Québec, ben des fois, il y a certains moments dans l'année qu'on peut pas avoir des produits locaux. Ouais. Donc, mais oui, c'est super intéressant. Puis, on parlait juste une petite parenthèse parce qu'on s'est parlé un petit peu tantôt. Fait que je pense que vous jouiez au magasin quand vous étiez petite. Ben oui, c'était mon... en fait, ben c'est sûr que mon père, vu qu'il y avait une épicerie, ben il me ramenait tout le temps des pattes de facture puis des coupons, des choses comme ça de l'épicerie. Donc, moi, c'est qu'est-ce que j'aimais faire, c'est je me mettais dans le sol, puis ma mère, elle faisait toujours des pots maçons de betteraves, de ketchup aux fruits, des trucs comme ça. Puis il y avait comme aussi des overstock, là, qu'on peut dire, là, des cannes. Ah, déjà, on était dans le concept de l'inventaire. Oui, j'ai vu, oui. Il manquait jamais de rien. Puis, fait que c'était de m'installer puis de faire comme mon inventaire puis de faire assemblant, de faire des factures, c'était la chose que j'aimais le plus faire. Fait que, à quelque part, je jouais à ça quand j'étais jeune. Puis moi aussi, j'allais souvent donner un coup de main tout petite. Si mon père me disait, ah, Karine, tu viens-tu aujourd'hui avec moi au magasin? C'est clair que je passais la journée avec lui. Je disais pas un mot. Puis puis j'avais toujours une petite récompense, une barre de chocolat ou un sac de chips à la fin de la journée. Ça aide. Puis est-ce que vous manquez l'école pour ça? Non, non, ça c'était... Ça aurait aidé encore plus, mais je pense que déjà la barre du chocolat, hein, ça aide aussi. Ouais. Mais en plus, vous aimiez ça. Ben vraiment. Ouais, moi, si je pouvais suivre mon père à l'épicerie, je le faisais toujours. Puis curieuse, voir son père aller, sa belle-mère aussi, jouer au magasin dans le sous-sol avec des pots maçons. Puis quand on tombe propriétaire, il y a un monde. Il y a un argent, là. Il y a un monde. Qu'est-ce qui vous a surpris? Ça a été quoi les défis que vous avez dû surmonter? Ben en fait, moi, j'étais arrivée exactement il y a 2 ans. Donc, j'étais arrivée en pleine pandémie. Déjà là, où est-ce que la distanciation sociale, ben c'était hyper important. Il fallait respecter les masques. Donc, autant les employés, les clients. Fait que déjà là, c'est un défi en soi. Et là, moi, comme on dit dans le domaine, c'est que j'étais une green. Donc, je venais pas de chez Provigo. Je connaissais aucun système. Je connaissais rien, en fait. Donc, en fait, après 2 ans, c'est toujours un défi parce que encore, je suis dans des situations que je dois poser des questions. Puis, tu sais, j'ai bâti une équipe en magasin, j'ai engagé des gérants. Puis, mes gérants, ben, je savais pas plus les systèmes que eux. Fait qu'on a appris ensemble. Fait que pour moi, ça a été un très gros défi. Ça l'est encore. Et dans tout ça aussi arrive, ben, comme tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc, tu sais, comme la fin de semaine dernière, j'étais en congrès avec plusieurs marchands. Et moi, ils me disent, c'est des hommes, mettons, ou des femmes que ça fait 30 ans qu'ils font ça. On vit une situation que jamais, tu sais, j'ai vécu et toi, tu la vis quand tu commences. Tu sais, on me l'a dit, tu sais, je vis une situation, fait que qui n'existait pas avant en épicerie ou quoi que ce soit. Puis c'est le manque de main-d'œuvre. Ben là, la pandémie, on peut dire que je pense que c'est derrière nous. Et l'autre problématique qu'on vit beaucoup, c'est ben le manque de marchandises. Ouais. Vu qu'il y a un manque de main-d'œuvre, ben les fournisseurs sont pas capables de nous fournir, fait que ça nous crée des trous dans nos tablettes. Fait qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va recevoir finalement comme marchandises dans nos commandes. Fait que ça aussi, c'est un très gros défi, mais on n'a pas le contrôle là-dessus, malheureusement. Je pense que c'est comme ça pas mal partout. Ouais. Puis je trouve ça
le fun en bon québécois, que vous nous parliez de ça, parce que nous, on voit les tablettes vides là, un peu partout, là, partout. Ouais. Et donc, là, on comprend plus là, les Puis ça me fait pas plaisir parce que souvent, non, tu sais, non. les clients, exemple, vont dire, ah, ben là, il n'y a plus de ça, il y a plus de tel item. Non, malheureusement, on n'a pas reçu la livraison, mais tu sais, moi, tout ce que je voudrais, c'est que ma tablette soit pleine. C'est pas volontaire ou quoi que ce soit. Non. Fait que, mais là, je pense que les clients le comprennent de plus en plus, sont de plus en plus compréhensifs. Donc, fait que oui, c'est ça, c'est un gros défi, mais c'est ça, pour terminer la question, dans le fond, c'est à chaque jour, il y en a encore. À ce jour, il y en a encore. Fait que c'est pas comme dans ma carrière. Il y en aura toujours des défis, c'est ça l'entrepreneuriat. Mm. Vous avez mentionné le mot ensemble en parlant de quand vous étiez avec vos assistants gérants, vos gérants, que vous appreniez ensemble. Je pense que ce mot-là, ensemble, vous colle bien à la peau parce que vous êtes une fille très famille. Oui, en plein ça. Donc, comme je disais, j'ai été élevée dans une épicerie où est-ce que c'était super familial. Mes oncles, tantes, mes cousins, cousines, mon frère, ma soeur, on travaillait tous là. Donc, moi, c'est un peu qu'est-ce que je voulais faire refléter en ayant une épicerie à Sorel. C'était cet esprit familial-là. Ouais. C'était d'avoir que les gens, quand ils viennent travailler pour moi, ben ils ont le goût de venir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une bonne journée, que, tu sais, moi, chaque matin, ben je prends le temps de faire le tour du magasin, de saluer chaque personne, de prendre le temps de parler avec eux. Chaque midi, je dîne avec eux. Mais en fait, mon père faisait ça, puis je trouvais ça beau, parce que dans le fond, oui, tu sais, quand on est dans la salle d'employés, le midi, on mange, là, on peut être un peu plus friendly, mais quand on sort de là, ben c'est le travail. Fait que c'est deux... Je sais pas comment expliquer ça. Ça cohabite. Oui, c'est ça cohabite parce que autant que on peut avoir du plaisir, on peut discuter de plein de trucs, mais après, ben quand tu es dans mon bureau puis qu'il y a une problématique à gérer, ben c'est autre chose. Puis en fait, c'est que j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. Puis j'ai pris exemple, mais en fait, j'ai pas pris exemple parce que ça s'est fait juste naturellement. Vu que je l'ai vu faire ça, ben je l'ai juste fait de façon naturelle. Puis même des fois, mon père vient à l'épicerie, puis il me voit aller, puis il dit, on dirait que c'est moi qui marche dans le magasin. Puis ça se ressent quand on va chez Provigo. En parlant du papa, rapidement, parce que ça tire un peu à la fin, mais comment est-ce que votre père, il doit être fier? Ben, extrêmement fier. En fait, quand j'ai su que j'avais la bannière, en fait, on habite à seulement 2 maisons. On est vraiment... vraiment famille. Oui. Puis, je l'ai appelé pour dire, ben ça y est, j'ai la franchise Provigo. Il va être content. Ben, il est arrivé chez moi, puis il pleurait. J'avais jamais vu mon père pleurer de joie comme ça. Fait que c'était hyper... Les deux, on a juste pleuré, je pense, pendant... C'est famille! Ben, on est coopératifs. Parce que moi, j'ai entendu dire que Karine avait la larme facile. Ouais, mais pas... Tu sais, au travail, j'étais assez, tu sais, pas émotive, là, mais tu sais, je suis comme... Parce que je débonde pas trop mes émotions, mais dans ma vie personnelle, oui, j'ai la larme facile. Donc, papa était très fier. Très fier, puis il l'est encore. Puis en fait, c'est encore mon mentor là, quand j'ai besoin de conseils ou quoi que ce soit, ou que quelque chose qui brise au magasin. Puis je suis comme, parce que ça, c'est un défi en soi. Là, une épicerie, il y en a des choses. Il y en a un four à poulet, une étiquette. Ça va bien au-delà de ce qui est sur les tablettes. C'est ça, tu sais, je sais pas plus comment ça marchait. Là. Si le four à poulet brise, je suis devant, puis je suis comme, OK. Fait que, au début, ça a été pas mal mon conseiller quand il y avait des choses qui brisaient ou quoi que ce soit. Wow! Je suis épatée, Karine. Ben, merci. Dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez léguer? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de votre passage? Parce qu'un jour, vous allez léguer l'épicerie à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez léguer? Ben, en fait, c'est un peu, je vais revenir encore aux valeurs familiales, mais c'est un peu ce que mon père me léguait. Puis moi, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire le plus possible. C'est si le jour que je vais partir, c'est que les employés disent que j'étais hyper, tu sais, que ma porte était ouverte, que j'étais accessible, qu'ils pouvaient me parler de tout et de rien, puis qu'ils avaient le goût d'être fidèles à rester avec moi pour longtemps. Ça serait la plus belle chose. Tu sais, je veux dire, on est là, on est des entrepreneurs. Oui, on est là pour faire de l'argent, on est là pour gérer des choses, mais à la toute fin, je pense que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est pas juste dire « Ah, elle a fait tant d'argent », c'est vraiment le fait que les gens se souviennent de la personne par ses valeurs. Ça serait la plus belle chose. Mais je pense que maintenant, les gens vont connaître les valeurs puis ils vont se souvenir de vous, Karine.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci pour cette capsule. C'était vraiment, moi, j'ai appris beaucoup. Puis je ne verrai plus jamais l'épicerie. En tout cas, plus pour Vigo de la même façon. Puis je porte une attention toute particulière aux produits locaux. Merci.